je vais peut-être dire quelques Oui, mots. je t'en prie, Vincent. Ouais, merci. Je pense que c'est bien que je commence Mm. pour dire quelques mots. Alors, peut-être moins pour présenter l'agence, mais peut-être pour parler un peu du thème qui nous réunit et en quoi il nous questionne. Dans nos missions, hein, j'ai envie de dire qu'on accompagne, peu importe, un grand groupe, une institution, une fédération professionnelle, on mobilise des expertises qui impliquent l'engagement des dirigeants, hein, parce qu'ils sont les représentants naturels, les porte-parole, les ambassadeurs de leur organisation, de ses activités, de ses combats, de ses engagements, et que ce soit dans l'activation donc de relations publiques au sens large, que l'on parle relations presse, affaires publiques, création de médias propriétaires. Voilà, il se joue là une nécessaire incarnation. Et finalement, les réseaux sociaux posent les mêmes questions d'incarnation, mais les choses ne vont pas de soi. On le voit bien dans le quotidien de ce que nous, on peut vivre avec nos clients et dans nos missions. D'abord, on a un peu le sentiment qu'on peut être tenté de voir là une sorte d'option, je veux dire, autrement dit, qu'on pourrait faire le choix de ne pas y aller, ou alors on décide d'y aller à minima ou en dents de scie, sans compréhension claire des attentes et des enjeux des différents publics sur ce terrain-là, sans certitude sur l'impact de ce qu'on y fait, sans conviction claire sur les ressorts d'une stratégie social média et ses connexions avec la communication globale du dirigeant. Or, les réseaux sociaux, ce ne sont pas juste un plus, ce ne sont pas juste un canal de plus ou une expertise de plus. C'est aussi le lieu où toutes les cibles convergent, d'où toutes les communications partent. Hein. Quasiment tous les contenus aujourd'hui produits par l'entreprise aujourd'hui sont exploités sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, ils sont à la fois, ils sont créateurs d'une espèce de focale, et en même temps, c'est une sorte de grande chambre de dissémination des contenus. Et d'ailleurs, on sait que la presse aujourd'hui, elle est lue majoritairement via le prisme des réseaux sociaux. Donc on voit bien que c'est pas simplement, voilà, on ne peut pas les traiter comme un couloir de nage qui serait indépendant de tout le reste. Voilà. Et il est essentiel donc de s'interroger sur les risques, les opportunités qui sont là en jeu. En n'occupant pas le terrain, on ne répond pas à certaines attentes et à certains enjeux. On va le voir dans un instant avec la présentation et toute l'analyse contextuelle que Alban et Charles ont préparée. Est-ce que la com d'un dirigeant sur les réseaux sociaux, c'est juste la reprise des standards, entre guillemets, de l'entreprise ou quelque chose en plus? Et quoi? Comment est-ce qu'on échappe à une sorte de fake ou d'artefact de soi-même par une communication qui serait trop lisse, en ce sens où elle ne reprendrait que des messages qui sont formatés, déjà formatés? À l'inverse, comment est-ce qu'on crée les bonnes aspérités pour y mettre un supplément d'âme sans créer non plus une communication tous azimuts, sans fil rouge, sans ligne claire. Voilà. Donc c'est tout ça finalement les questions qui se posent à vous comme dirigeant, à vous comme conseil de dirigeant dans le cadre de vos fonctions. Et on voit bien que les réponses, elles sont souvent très hétérogènes et elles tiennent à la personnalité des individus, elles tiennent au contexte, elles tiennent à une appétence ou pas sur le sujet, elles tiennent à un certain niveau d'intelligence ou d'intérêt pour la chose. Bref, tout ça fait qu'il y a une forme de grands champs de questionnement sur ce sujet-là. Et à l'appui à la fois de nos expertises et de nos expériences, on a souhaité voilà, mettre un peu d'ordre là-dedans. Et je pense qu'on a une présentation qui est assez complète sur le sujet, puisqu'elle propose à la fois un panorama et derrière des éléments très clairs de méthodologie et d'approche. Voilà. Donc, je vous laisse, Charles et Alban, la Merci. parole pour nous présenter maintenant votre contenu. Merci Vincent, Merci c'est vrai que beaucoup. c'est plutôt bien résumé. On va donc d'abord vous décrire un contexte en s'intéressant aux différentes parties prenantes qu'on va aller toucher à travers les réseaux sociaux quand on est un dirigeant. On a synthétisé une dizaine d'études, donc il y a beaucoup de data. On vous donnera de toute façon toute la présentation, on ne va pas s'arrêter sur chacune des données. Ensuite, on s'est intéressé au crash test, qui est un véritable crash test qui a eu lieu avec la crise du Covid. Et ensuite, on vous décrira notre méthodologie. Donc, c'est des méthodologies, évidemment, il y en a beaucoup. C'est la nôtre. On l'expérimente depuis des années et on essaiera de vous montrer comment on appréhende le sujet, en tout cas avec certains de nos clients, voilà, au quotidien, en tout cas. Alors, hop, on démarre tout de suite donc, par Elon Musk. Elon Musk, c'est un exemple qui peut paraître caricatural, mais qui est vraiment une accroche vraiment très intéressante pour nous en termes d'impact sur les réseaux sociaux quand on a un dirigeant.
Rien que sur le mois de janvier dernier, il y a suffi, avant même de faire la moindre annonce, de changer sa description Twitter et d'inscrire le mot Bitcoin pour qu'en quelques minutes, le Bitcoin prenne 20%. C'est assez extraordinaire de voir ça. Alors après, derrière, il a décrit évidemment l'ensemble de le milliard 5 qui va investir dans les Bitcoins. Tout le monde s'attendait un petit peu à ça, mais vraiment, ça a pris 3 minutes, 4 minutes pour que le Bitcoin prenne 20%. C'est très impressionnant. Le même mois, il a dévoilé le tableau de bord du Model S et il a simplement dit qu'on pouvait jouer à Cyberpunk dessus. Le jeu était en train de faire un flop, il était très attendu, il a beaucoup déçu les communautés. En quelques minutes aussi, il a rebondi et la société, en tout cas son éditeur, a rebondi de près de 20%. Et en pleine polémique avec WhatsApp, il a fait un tweet qui préconisait d'utiliser l'application Signal. C'est non seulement devenu en quelques heures seulement l'application la plus téléchargée, mais encore de manière plus ubuesque, si on peut dire, ça a fait gagner plus d'un demi-milliard de dollars à une société en bourse qui s'appelle Signal, qui n'a rien à voir avec l'application. C'est des spécialistes des dispositifs médicaux. Donc, ça montre en fait à la fois voilà, ce caractère vraiment impactant d'une prise de parole sur les dirigeants, même si Elon Musk, évidemment, est un dirigeant à part. Mais ça a quand même deux grands mérites. Ça a montré donc toute la puissance d'une telle présence, positive ou négative. C'est vrai que Elon Musk peut être également très décrié sur les réseaux sociaux, mais ça montre aussi qu'en fait, être un dirigeant sur les réseaux sociaux, c'est appréhender en fait l'influence comme un seul et même espace qui allie à la fois les relations presse, Vincent l'introduisait tout à l'heure et on y reviendra, les relations presse, les relations publiques et les réseaux sociaux comme un tout, comme vraiment une stratégie d'influence complète et qu'on peut appréhender pour avoir en fait à la fois un impact sur le business, on le verra, mais en même temps générer un capital de confiance et de sympathie envers les publics. Alors en France, le phénomène il est plus récent qu'aux États-Unis. On a bien sûr Michel-Édouard Leclerc, si vous avez fait d'autres webinaires sur le sujet, Michel-Édouard Leclerc est tout le temps cité, c'est un précurseur, il avait ouvert son blog au départ, et il a très vite investi les réseaux sociaux, mais il s'est inscrit sur Twitter en 2013 alors qu'aux États-Unis, voilà, des Richard Branson sont présents sur le réseau depuis 2007. Et en France, ce qu'on peut constater, c'est encore un grand déficit de présence sur les réseaux sociaux. Trois items pour montrer ça. Une étude de BPI qui montre qu'il y a encore quasiment les trois quarts des dirigeants des PME et des ETI qui sont inactifs sur les réseaux sociaux. Deux indices boursiers américains qui montrent que voilà, il y a simplement un quart des dirigeants qui sont réellement actifs. Et encore en France, ça peut paraître étonnant, mais il n'y a que 50% des PDG du CAC 40 qui sont véritablement actifs sur Twitter ou sur LinkedIn. Ça, c'est des données qui datent juste avant la crise. Donc, évidemment, certains ont investi les réseaux sociaux, on verra pourquoi. Mais il y a encore un grand gap à passer sur la présence des dirigeants et surtout sur la manière d'appréhender stratégiquement ce média et ce canal de communication. Pire encore, en fait, quand le dirigeant est présent, on a encore des contenus qui sont très largement stéréotypés. On va parler de transformation de l'entreprise, des enjeux. Si on a de la chance, on va parler de la stratégie du groupe. Mais on a une communication qui reste très lisse. Quasi exclusivement positive, avec une tendance naturelle, hein, c'est humain, de vouloir montrer le caractère palpitant du quotidien du dirigeant. Donc, c'est la fameuse photo du dirigeant en conférence, voilà, où on va montrer qu'il rencontre du monde, etc. Mais tout ça reste assez lisse, assez stéréotypé, et il y a peu d'aspérité, peu d'incarnation véritablement de ce qu'est l'entreprise et de pourquoi elle agit. Et donc ça reste assez problématique. Pardon. Voilà. Et donc, bon, les dirigeants ont tous une bonne excuse. C'est une excuse qu'on utilise aussi dans notre quotidien. Vincent peut en attester. Pour 85% des dirigeants, c'est le manque de temps qui va les freiner pour avoir une présence active sur les réseaux sociaux. Mais tout ça ne reste qu'une bonne excuse. En fait, si on creuse un peu, il y a 4 facteurs qui vont bloquer la mise en place d'une stratégie social média. D'abord, un business model qu'on considère, hein, c'est vraiment le considérer, qui est trop complexe à expliquer, trop complexe à vulgariser, si on peut dire. Il y a également un malaise vis-à-vis de l'effervescence des réseaux sociaux. On a l'impression que si on investit ce canal de communication, on va être noyé sous une effervescence de contenu qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Il y a aussi la peur de la question sans réponse. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, il ne suffit pas d'y être, mais il faut être également en capacité de rentrer en conversation et d'animer sa communauté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui est encore un facteur véritablement bloquant pour les dirigeants. Donc il faut trouver une manière de résoudre ce frein. Et il y a également, et ça on le retrouve, l'envie de donner que des bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que si on va sur les réseaux sociaux, il est très compliqué de se retirer, et ce serait un très mauvais signal envoyé à ces parties prenantes de refermer la porte.
forte. Et donc, au moment où ça va un peu moins bien, il faut être capable également de délivrer les bons messages. Donc, alors pourquoi, c'est pas nous qui avançons le propos, c'est Alexandre Ricard déjà en 2018 dans Les Échos. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui indispensable d'être sur les réseaux sociaux? On va démarrer par 3 citations d'acteurs très différents et ensuite on va rentrer sur une analyse approfondie de 4 parties prenantes pour essayer d'étayer un petit peu le propos sur le fait qu'il y a un mouvement qui est déjà en place et qui ne va contraindre même les plus réticents à investir ce canal de communication. Bon, tout simplement, en fait, le dirigeant sur les réseaux sociaux, c'est un pilier de la réputation de l'entreprise. La première citation, c'est celle d'un dirigeant lui-même, celle de Ramon Lagarta, donc dirigeant de PepsiCo. Les médias sociaux, c'est pour lui un outil essentiel pour rentrer en conversation avec l'ensemble de ses parties prenantes, bien sûr, mais directement avec le consommateur. C'est assez intéressant de voir comment il procède. Et surtout, d'une manière générale, c'est pour lui un outil devenu essentiel. Il ne pourrait plus s'en passer, il le confesse lui-même, pour devenir plus rapide, plus fort et meilleur dans tout ce qu'il fait, de manière globale. C'est assez intéressant de le constater. D'un point de vue des communicants, donc de Madame Paillard, dès 2016, mais on trouve que la citation n'a vraiment pas vieilli, elle est toujours d'actualité. Elle nous dit que pour l'interne, c'est un pouvoir d'alignement stratégique et de motivation pour les équipes, bien sûr. À l'externe, ça permet d'incarner la marque, évidemment. Mais au final, en fait, ça permet de générer de la confiance et un capital sympathie auprès de l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est vraiment un dispositif qui peut être complet. Et à partir du moment, évidemment, où on est bien en capacité de l'appréhender méthodologiquement. Et enfin, une citation d'un point de vue plutôt d'une institution financière, avec la présidente du Nasdaq, qui nous rappelle en fait quelque chose d'assez essentiel. Les marchés, en soi, c'est des communautés. Ça réunit des acheteurs, des vendeurs, et on échange des points de vue, des idées, et dans l'idée de stimuler le commerce et de faire progresser les économies. Les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que c'est un forum libre qui permet d'écouter les communautés et de se connecter à elles à des fins de business, bien sûr, ou alors si on est une organisation pour défendre l'intérêt général ou en tout cas la cause qu'on va vouloir aller défendre. Donc maintenant qu'on a vu ces 3 citations, on va s'intéresser aux différentes parties prenantes. D'abord l'interne. Aujourd'hui, les données qu'on peut trouver sur le sujet sont assez, disons, révélatrices d'un phénomène qui est en train de se passer depuis des années. C'est que les collaborateurs, ils veulent un patron connecté. D'autant plus depuis la crise, il y a quasiment les 3/4 des employés qui attendent qu'un chef d'entreprise soit sur les plateformes et communique publiquement avec eux pour créer ce lien. Charles y reviendra tout à l'heure, on a été mis à distance, mais ce n'est pas la seule raison. Aujourd'hui, il est nécessaire, vis-à-vis de son public interne, d'être présent sur les réseaux sociaux. En France, c'est 70% des employés qui s'attendent à ça. Il y a des pays où on est quasiment à l'unanimité, comme là. Plus fort encore, si on peut dire, il y a 66% des employés qui pensent que communiquer sur les réseaux sociaux quand on a un dirigeant, ça impacte positivement l'efficacité globale de l'entreprise. Il y en a 78% qui préféreraient travailler dans une entreprise avec un dirigeant qui est connecté. Et sur la fidélisation des employés, là, c'est devenu vraiment critique. On a quasiment 100% des salariés qui pensent ou qui décident de rester dans une entreprise parce que le dirigeant est présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu vraiment un facteur prépondérant dans le choix de rester dans une entreprise, et c'est devenu un choix pour les candidats également, qui est la deuxième partie prenante qu'on va regarder. Aujourd'hui, un dirigeant sur les réseaux sociaux va avoir un vrai impact sur la marque employeur, tout simplement parce que les futurs collaborateurs vont enquêter dans leur grande majorité sur les réseaux sociaux du PDG. Ils vont aller regarder sa présence et son empreinte digitale pour d'abord considérer l'entreprise et ensuite la rejoindre. Il y a vraiment ces 2 éléments clés qui sont là. Voilà, les données sont ici. Sur les millennials, c'est encore plus criant. On a quasiment les 3/4 des millennials qui vont considérer rejoindre l'entreprise une fois qu'ils ont visité les comptes du dirigeant. Et ce qui est intéressant de constater sur une étude américaine, pour le coup, en France, on n'a pas les données, mais c'est que les patrons connectés et leurs entreprises ont des meilleures notes sur Glassdoor de près de 5%, ce qui n'est absolument pas négligeable, notamment quand on est une grande entreprise et qu'il y a un gros volume de commentaires.
Si on élargit un petit peu le spectre et qu'on regarde le grand public, là, il y a encore des données sur les millennials, on y reviendra. Mais d'une manière générale, le grand public ne laisse plus le choix également. Ils veulent des patrons qui sont véritablement ambassadeurs de l'entreprise. On a 71% des internautes qui pensent qu'il faut avoir… Alors, c'est une étude Twitter. C'est pour ça que le prisme est évidemment Twitter. Mais les données sont assez incroyables. 71% des internautes français qui pensent qu'il faut avoir un compte Twitter quand on a un dirigeant. On a la moitié des utilisateurs de Twitter qui lisent et regardent des contenus de PDG. On a la moitié qui like et on a la moitié qui retweet. Donc, c'est assez incroyable. Et la donnée la plus intéressante, si on peut dire, de cette stat, c'est celle qui est à droite, où ça va véritablement impacter la décision d'achat du grand public. Donc, il y en a 67% des consommateurs qui ont infléchi leur décision d'achat au regard de la présence digitale du dirigeant. Et attention, cette donnée est à lire dans les deux sens. Ça va infléchir la décision d'achat pour consommer le produit, mais ça peut aussi, à contrario, faire décider de ne pas le consommer. Donc, il y a une espèce de paradoxe par rapport à ça qui est vraiment à prendre en compte dans la manière de le travailler. D'un point de vue d'impact positif, une simple présence sur le réseau social permet en fait de paraître plus humain, plus accessible et plus honnête. Donc, c'est la question de l'impression vis-à-vis de la représentation qu'on attend des publics, elle est vraiment essentielle. Et si on creuse sur Twitter, on se rend compte que les données nous amènent vers une impression qui montre que le dirigeant est plus moderne, plus sympathique, plus visionnaire à 40%, ce qui est quand même vraiment une énorme proportion, plus transparent et plus compétent, bien sûr. Donc, le grand public aujourd'hui exige des patrons qui sont ambassadeurs. Et la dernière partie prenante qu'on a regardé de près, ce n'est pas une partie prenante à négliger du tout, évidemment, c'est celle des décideurs et des investisseurs financiers. Ils vont se faire une première impression de l'entreprise en regardant bien sûr le site corporate, mais également l'ensemble de l'empreinte numérique du dirigeant, sa page LinkedIn, sa page Facebook, sa page Twitter, sa page Instagram même. Voilà. Et évidemment, l'empreinte digitale au sens large quand on fait les premières requêtes du dirigeant sur Google. Donc là, il y a 3 études qui sont mixées. Il n'y a pas de données vraiment consolidées en une, mais si on les croise, ça devient vraiment intéressant de regarder ça parce que la valeur de l'entreprise, elle va plus dépendre essentiellement de sa santé financière ou de sa capacité à innover, de son expertise technique, aussi solide soit-elle, mais elle va être vraiment interdépendante de la réputation de l'entreprise et de celle du dirigeant. Donc, on a un tiers de la valeur boursière de l'entreprise qui repose sur sa réputation, mais on a 44% de la valeur de l'entreprise qui repose sur celle du dirigeant lui-même. Et donc, ça nous donne, si on croise avec une deuxième étude, quasiment la moitié de la réputation de l'entreprise qui va dépendre de la réputation du CEO et les 3/4 des lecteurs financiers qui font confiance à un dirigeant qui utilise les réseaux sociaux plutôt qu'un qui ne l'utilise pas. Donc, si on renverse les 3 données, ça nous fait, on a confiance en un dirigeant en lisant des propos sur lui ou en regardant son empreinte numérique. Cette confiance génère de la confiance envers lui et donc génère de la réputation positive envers l'entreprise. Donc, ça montre que potentiellement, il faut absolument être présent et que les réseaux sociaux sont en capacité de créer de la valeur pour l'entreprise et de maintenir un lien de confiance avec le dirigeant. Donc, en résumé, ça, c'est une étude qui est vraiment intéressante de DDI aux États-Unis, encore une fois. En fait, un dirigeant qui communique sur les réseaux sociaux, c'est un dirigeant qui est plus performant au sens global du terme. Donc, c'est un bon argument pour les directions de communication qui ont du mal à faire aller leurs dirigeants sur les réseaux sociaux. Selon cette étude, un dirigeant qui va communiquer sur les réseaux sociaux va progresser en tout. Il va devenir meilleur en leadership, meilleur en influence, meilleur en communication, meilleur en délégation de conduite, de résultats et meilleur en prise de décision. Donc, en définitive, c'est vraiment, ça permet en fait aux dirigeants de s'ouvrir à une nouvelle démarche beaucoup plus communautaire, de faire travailler l'ensemble de ces parties prenantes autour d'un but commun et donc de générer de la valeur. En résumé également, quand on est présent sur les réseaux sociaux, on ne va pas s'adresser simplement à sa communauté. C'est aussi un argument qu'on peut avoir entendu régulièrement. Ma communauté est évidemment trop petite pour avoir l'impact. C'est aujourd'hui faux. L'ensemble des médias, et Vincent commençait à l'introduire tout à l'heure, les médias vont considérer l'empreinte numérique du dirigeant comme une source officielle et vont construire un certain nombre de reportages, même télévisuels et d'articles à partir de sources trouvées sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet en fait de sortir de formats
plus traditionnels, alors qui se complètent bien sûr, mais qui ne s'annulent pas, mais de conférences de presse ou de manière de travailler notre création de contenu, et de laisser un espace où le dirigeant peut vraiment prendre la parole et donner son point de vue sur les sujets ou exprimer sa stratégie de groupe pour avoir des retombées autre part que sur les réseaux sociaux et s'adresser à tous les Français. Donc, toutes les études convergent vers un même constat. Être un dirigeant actif sur les réseaux sociaux, c'est vraiment être au cœur d'une dynamique au service de la réputation de l'entreprise. Ce lien, il est véritablement stratégique. Et tout ça, même si c'est très théorique, évidemment, de ressortir des études et de les faire parler, de ressortir des données, ça a été mis à l'épreuve l'année dernière et cette année encore autour de la crise qu'on a pu vivre. Et donc, Charles, là, va vous raconter comment les dirigeants ont réagi et comment les réseaux sociaux se sont définitivement imposés. T'es là, Charles? Oui, je suis toujours là. Merci Alban. Donc du coup, en effet, qu'est-ce qu'on retire comme enseignement sur l'usage des réseaux sociaux pendant la crise et comment celle-ci a impacté leur usage? Le premier, Vincent et Alban l'ont déjà abordé, mais bien entendu, les réseaux sociaux, ils sont apparus comme une évidence pour le dirigeant face à la crise, et ce, à plusieurs raisons. On peut passer à la prochaine slide. Il y en a qui ont pris le tournant plus rapidement que d'autres. Principalement les grands dirigeants d'entreprises internationales qui avaient des activités en Chine et qui ont rapidement pris en considération le sérieux de la crise qui allait arriver pour pouvoir commencer à s'exprimer, sachant que du jour au lendemain, comme c'était inanticipé, on a quand même se retrouvé avec 80% des dirigeants qui s'étaient passés sous silence la première semaine. Donc, deux facteurs qui expliquent que les réseaux sociaux sont comme une évidence à exploiter pendant la crise. La première, elle est bien évidemment logistique et pratique. C'est un moyen de maintenir le lien avec ses parties prenantes, ses publics et ses collaborateurs en premier lieu. Mais c'est aussi un moyen d'exister dans un espace médiatique qui a été totalement saturé pendant la crise, avec très rapidement, en mars puis en avril, près de 50% des retombées médiatiques qui étaient uniquement dédiées à ce sujet, au cours duquel on a vu une surenchère de prise de position, de prise de parole d'organisations et d'entreprises. Et dans ce cas-là, pour pouvoir exister auprès de ses publics, auprès de ses salariés, les réseaux sociaux ont été très rapidement utilisés, exploités sous différents formats, sous parfois un espace de blog, un carnet de bord aussi pour certains dirigeants, dans l'objectif de pouvoir faire la lumière sur l'actualité de l'entreprise, la manière dont elle gérait la crise au quotidien, comment est-ce qu'elle gardait le lien avec ses salariés, comment est-ce qu'elle mettait en place l'organisation du travail chamboulée par cette crise. Avec pour effet direct une montée en puissance exponentielle de ces réseaux sociaux et de leurs usages qui ont connu une très forte accélération. En premier lieu, LinkedIn, bien évidemment, un réseau qui est plus policé, plus maîtrisable et donc plus maîtrisé, plus rassurant pour un dirigeant et qui s'adresse directement aux collaborateurs avec à partir de la quatrième semaine du Covid, 75% parmi les 100 dirigeants français qui utilisaient ce réseau. Et puis en deuxième lieu, Twitter, pour rester connecté avec ces réseaux parties prenantes, ces différents publics et dans une logique d'influence, parties prenantes B2B, des institutionnels, mais également des journalistes. Un petit peu moins Facebook et Instagram, davantage utilisés par des pages d'entreprises qui ont relayé les prises de parole de leurs dirigeants. Et puis, autre fait notable qui nous semble assez intéressant et ce qui est assez révélateur de la crise, c'est qu'aujourd'hui, ce leadership digital dont on parle, c'est plus uniquement l'apanage de grands patrons ou de personnalités extraordinaires. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Behram Tayari que vous connaissez peut-être. Moi, à titre personnel, je le connaissais pas avant que LinkedIn révèle son Top Voices de 2020, où globalement, par rapport à ce que disait Alban tout à l'heure, on a toujours une bonne excuse de pas être sur les réseaux et on se dit que on joue pas dans la même cour que les grands patrons, que ce qu'on raconte ça va pas forcément intéresser, puis qu'on manque de temps. Ce qui a révélé la crise, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut y être. Et quand on regarde le top influenceur de LinkedIn, on considère que les profils sont extrêmement variés et qui sont aussi directement corrélés aux grandes questions, en tout cas, qu'on a pu se poser pendant la crise. Parce que c'est des personnalités qui sont en lien avec des réflexions sur l'organisation du travail, sur la transition professionnelle, sur la réflexion autour de la gestion de la crise sanitaire, avec des cardiologues, des professeurs d'université, des coachs en formation professionnelle qui ont drastiquement émergé aux côtés de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants qu'on connaît bien. Donc ça montre qu'aujourd'hui, tout le monde est en capacité d'y aller et c'est une impérieuse nécessité pour pouvoir vraiment utiliser ces réseaux sociaux
comme un bras armé du combat d'entreprise ou du combat syndical, du coup, si on passe à la slide que tu passais juste là, Alban, où on a pu identifier une montée en puissance, certes encore un peu timide, mais réelle, des dirigeants d'organisations professionnelles aux côtés d'autres patrons d'entreprise. Les orgapros ont été clairement mis en lumière pendant la crise, comme des interlocuteurs et des acteurs de référence auprès des médias, auprès des pouvoirs publics, pour pouvoir défendre leur secteur d'activité et leurs adhérents. Et on a pu voir certains qui ont vraiment pris le tournant et le virage numérique, même si ça reste encore un peu timide, mais ça reste une cible qui, vraiment, on observe une montée en puissance de leur utilisation là-dessus. Après s'être intéressé du coup au choix des canaux, c'est intéressant de voir les différentes séquences de prise de parole et la manière dont la ligne éditoriale s'est progressivement installée et évoluée pendant la crise. Tout d'abord, bien évidemment, les collaborateurs en premier lieu. Une priorité qui a été donnée à la communication interne, aux salariés en priorité, pour parler de sécurité, de prévention, la manière dont l'organisation s'installait. Sur le fond, on est plutôt sur des messages qui sont humbles, pédagogiques, de réassurance. On est là pour vous protéger. On relaie les messages factuels des préconisations du gouvernement. On les traduit, on les déploie dans notre entreprise. Vous inquiétez pas, on est là, ça va bien se passer. Sur la forme, différents types de formats exploités. On peut avoir des vidéos face caméra de certains dirigeants qui avaient envie d'incarner davantage cette prise de parole, ou des articles, ou des textes, ou des tribunes qui détaillent les actions qui ont été déployées, avec à la fois finalement des prises de parole qui gardent un côté statutaire pour faire sérieux et montrer qu'on est quand même en pleine com de crise, mais en même temps rassurant pour pouvoir garantir la maîtrise de la situation et incarner pleinement ce leadership. Puis progressivement, on a vu le temps de l'engagement, avec des dirigeants qui ont incarné des prises de position très claires, avec des engagements pour aider les professionnels ou les Français qui étaient en première ligne et qui subissaient la crise, avec donc des initiatives diverses et variées. Ça pouvait être la valorisation des salariés qui étaient mobilisés, ça pouvait être, comme on vient de le voir, Canal+ qui élargissait gratuitement son abonnement, ou des engagements propres à travers la fabrication de masques ou des initiatives solidaires. L'objectif ici était vraiment de montrer très concrètement la preuve de l'incarnation des engagements déployés sur le terrain. On est en pleine crise, on est tous dans le même panier, je mouille ma chemise sur le terrain, on encaisse le choc, on est là pour vous aider. On a pu voir cette surenchère aussi, hein, parfois même une overdose de prise de parole, d'engagement RSE des entreprises pendant la crise. Et ce qui est intéressant pour autant, c'est qu'on peut voir très concrètement l'effet mécanique et les bénéfices apportés entre ces prises de parole valorisant les engagements et l'impact sur l'image et le leadership de la boîte. Dans le sens où, comme le montre cette donnée, 32% des professionnels se sont inquiétés en cas de silence d'une entreprise pendant la crise. Et on a pu observer également que ceux qui ne prenaient pas la parole faisaient davantage l'objet de commentaires négatifs pendant la crise. Et puis ensuite, il y a eu une intégration progressive de la crise dans la ligne éditoriale. On a beaucoup parlé du monde d'après. Force est de constater qu'on est plutôt dans le monde d'avec, avec du coup après le premier déconfinement, une éditoriale qui intégrait davantage le Covid dans le quotidien. On n'est plus uniquement sur des prises de parole avec un focus uniquement sur la crise, mais on montre comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce que l'entreprise a été résiliente, comment est-ce qu'elle a traversé cette crise et comment est-ce qu'on en sort grandi. Avec une autre séquence finalement de communication et d'incarnation dirigeant, cette volonté d'être aux côtés des pouvoirs publics, du gouvernement pour accompagner le plan de relance et notamment être sur le front pour accompagner les grandes transformations sociétales. On parlait beaucoup de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire, la préservation de l'environnement, l'organisation du travail, la gestion de la vaccination plus récemment. Donc on a vu progressivement ce switch éditorial qui a évolué, où on est davantage sur plus de transparence, plus d'engagement, des mouvements stratégiques de certaines entreprises, avec un souci de proximité qui est assez clair, et l'utilisation de formats extrêmement variés. On a là quelques exemples qui illustrent la manière dont Michel-Édouard Leclerc s'est emparé de ces différents formats de communication. On a vu la multiplication de LinkedIn Live, où en l'occurrence Michel-Édouard Leclerc ou Frédéric Oudéa aussi étaient disponibles pour échanger sur la manière dont leur organisation, leur entreprise pouvait accompagner les crises, répondre aux attentes des Français et accompagner la transformation de la société. On a vu aussi la multiplication de points de vue, de tribunes, de papiers plus prospectifs sur la manière dont devait être gérée la crise.
Donc en conclusion, ce qu'on retient de tout ça, c'est que globalement, la crise, elle n'a pas forcément bouleversé ni révolutionné les usages des dirigeants, enfin les usages des réseaux sociaux, pardon, les usages des réseaux sociaux par les dirigeants, pardon, mais qu'elle a joué un rôle en revanche d'accélérateur assez fort à deux niveaux. La première, c'est que les directeurs qui étaient bien installés et qui bénéficiaient d'une présence digitale solide avant la crise ont permis d'émerger davantage et d'incarner plus facilement finalement ce leadership face à la crise. Et donc ça prouve la nécessité d'une présence digitale solide pour pouvoir affronter ce phénomène de crise. Et puis l'autre tendance qui est très intéressante, c'est que pour ceux qui n'y étaient pas sur les réseaux sociaux, ça a été un vrai starter, un vrai accélérateur pour digitaliser cette prise de parole. Et donc de ce fait, on a une crise qui illustre un mouvement de fond qui est plutôt révélateur du changement d'approche de communication des dirigeants post-confinement et post-année 2020, où on a une multiplication du coup des profils de dirigeants avec une hétérogénéité des profils, une volonté vers plus de transparence, plus de dialogue, de valoriser davantage l'engagement des organisations et qui induit forcément l'engagement du dirigeant. Donc on est davantage attendu au tournant et tout le monde commence à s'y mettre. Et pas parce que c'est dans l'air du temps, mais parce que le contexte l'impose. Et il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte, mais bien comme une opportunité de maintenir son leadership en temps de crise au service de sa stratégie d'influence. Et ce qui est intéressant de constater enfin, c'est que on parle beaucoup de méthodologie, de la solidité des fondamentaux, de la ligne éditoriale, des plateformes que j'ai envie d'investir. Et là, on a vu à quel point c'était fondamental d'avoir une méthodologie et une construction éditoriale pour pouvoir soutenir et incarner ce leadership digital. Et c'est le point qu'on va aborder à présent avec Alban sur ces différents volets. Pardon. Oui, effectivement, et Charles a raison. Ça a été, pour ceux qui étaient dans une ligne éditoriale déjà bien installée et solide, un vrai bouclier face à la crise. Donc, c'est pour nous, en fait, assez fondamental de ne pas travailler ça de manière spontanée et en réaction, mais bien d'avoir voilà, une structure et de se considérer, en tout cas de considérer son dirigeant comme un média à part entière. Et donc là, en fait, ça nécessite d'abord, comme toute méthodologie, hein, évidemment, de benchmarker. Donc, on vous a mis tout un benchmark qu'on va descendre vraiment très rapidement parce que c'est pas, on vous le donnera et puis chacun aussi doit pouvoir se faire son propre benchmark par rapport à son secteur d'activité, par rapport à ses enjeux. Mais il est évident que quand on nous demande de réfléchir à une ligne éditoriale pour un dirigeant, on va aller regarder, écouter, s'inspirer des champions. Les publics, ils attendent des choses assez simples en définitive. Ils veulent de la pédagogie, ils veulent simplement que le dirigeant puisse exprimer des positions de manière très claire et de manière très pragmatique. Donc, il faut trouver une méthode qui permette vraiment de retrouver ce pragmatisme. Et on sait tous autour de la SAP que faire simple, c'est compliqué et ça ne peut pas se faire en réaction. Donc vous verrez les données là, elles sont les attendus, en tout cas, peuvent paraître simples, leur mise en place l'est beaucoup moins. Et ceux qui s'en sortent le mieux, depuis des années, ce n'est pas simplement que pendant la crise, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui incarnent, qui affirment et qui matérialisent par la preuve un combat. Et ce combat, sauf exception, c'est systématiquement le miroir de la raison d'être, de la mission de l'entreprise, du pourquoi elle existe et pourquoi elle se bat au quotidien. Et donc, ce n'est pas simplement de la reprise de contenu corporate dont on parle ici, c'est véritablement apporter une conviction, un point de vue par le dirigeant pour expliciter le pourquoi de ce combat et le pourquoi on existe. Et donc là, par contre, ce que la crise a imposé, c'est de rentrer dans une logique de preuve. Tout ce qu'on pouvait avoir dans sa plateforme de marque qui structurait en tout cas ses engagements avant la crise, on était déjà rentré dans cette logique de preuve. Aujourd'hui, c'est acté. Il faut arriver en fait à faire incarner ces différentes preuves par le dirigeant. Et le combat est fondamental par rapport à ça. Donc, c'est plutôt appréhender le combat comme un concept qui nous permet de mapper, de cartographier l'ensemble des thématiques qui nous permettent de matérialiser qui on est et pourquoi on se bat. On n'est pas hyper fan des classements, il y a toujours des biais méthodologiques qui sont derrière, mais c'est tout de même intéressant quand même de les suivre. Donc ceux-là, on vous les laisse, ils sont disponibles bien sûr sur Internet, ils sont intéressants pour se benchmarker et c'est tout en soi, être premier ou dixième ne change pas grand-chose.
C'est toujours un système de classement. Dans notre benchmark aujourd'hui, on a mis quelques exemples. Évidemment, M. Pouyanné, qui est un des leaders, si l'on peut dire, de la manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Si on avait besoin de matérialiser l'importance de la notion de combat, évidemment, lui, il le porte, il a tout son franc-parler. Il est surnommé Chief Emoji Officer par ses équipes. Alors, ce n'est pas nous qui l'inventons, peut-être qu'il y a même quelqu'un de chez Total qui est dans l'Assemblée qui pourra nous en dire un mot. C'est simplement quand on avait rencontré quelqu'un qui avait eu l'occasion de travailler directement sur ce sujet-là, et c'est donc ces équipes qui l'ont surnommé comme ça, parce qu'au départ, on pouvait reconnaître un de ses tweets vis-à-vis d'un tweet écrit par son équipe au simple fait qu'il y avait des emojis systématiquement dedans. Et donc, l'intelligence de l'équipe a été d'intégrer dans ce style les emojis et d'intégrer le franc-parler que peut avoir M. Pouyanné pour incarner ce combat pour le changement climatique, la transition énergétique qui se matérialise par le changement de nom qui a été annoncé il y a quelques jours et qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, bien entendu. On aime beaucoup Brice Rocher. On parlait de résilience tout à l'heure. Évidemment, la nature est un modèle de résilience, même si on la met à rude épreuve en tant qu'être humain, bien sûr. Mais en tout cas, ce principe, ce combat de reconnexion à la nature du groupe Rocher est parfaitement incarné, matérialisé et mis en miroir, si on peut dire, par Brice Rocher, par des contenus qui sont vraiment bien construit, qu'on aime beaucoup suivre. Le perroquet sur le côté là, en fait, on parlait d'intégration de la crise dans une ligne éditoriale déjà installée. C'est le cas de ce post où on va faire le parallèle entre notre impact sur l'environnement et la crise elle-même. Donc, c'est un modèle du genre à suivre, ce groupe Rocher. De plus léger, mais pas inintéressant non plus sur Instagram. Donc, Brian Garish, il a une clinique vétérinaire, tout simplement. C'est une petite entreprise, mais qui travaille très, très bien Instagram. Alors, il y a des chats, il fallait qu'on ait des chats, évidemment, pour cette présentation. Mais lui, en fait, il s'est lancé sur Instagram parce qu'il est parti, donc on pourrait appeler ça un insight, qui est terrible d'ailleurs. Un vétérinaire sur 6 envisage le suicide au moins une fois. Donc, en fait, ça l'a tout de suite interpellé et il en a fait son combat. C'est-à-dire qu'en fait, sa ligne éditoriale, elle est super... j'allais dire fraîche, simplement, en fait, il y a une sympathie qui transparaît dans cette ligne éditoriale et il l'a vraiment bien réfléchi, il l'a décrit très bien, c'est Healthy Mind, Healthy Body, Healthy Finance, enfin, voilà, il va décrire ce concept de Healthy et il va la matérialiser par des contenus qui sont très bien menés et qui est un benchmark sur une entreprise plus petite, mais qui appréhende très très bien les réseaux sociaux. Et on voulait mettre également Pauline Léniaud parce que c'est vrai qu'on parle donc de se transformer en média quand on est un dirigeant. Elle a non seulement très très bien utilisé les réseaux sociaux dès le départ pour Gemio, mais elle a maintenant passé un cap pour construire son propre média. Et donc, elle a lancé ses podcasts à travers le Gratin, qui sont des podcasts vraiment de qualité. Et voilà, il y a énormément d'auditeurs sur ces podcasts et c'est sur l'entrepreneuriat et sur le développement personnel, la gestion de carrière. Donc, il y a des thématiques vraiment très intéressantes qui sont travaillées par elle. Et son utilisation des réseaux sociaux est également un modèle du genre pour servir à la fois son personal branding à elle et en même temps la réputation de son et maintenant ses entreprises. Un point sur, en effet, on parlait de personnalités, de dirigeants d'autres horizons, un focus non exhaustif mais représentatif en tout cas des différents usages des réseaux sociaux par des dirigeants d'organisations professionnelles. Alors bien évidemment, Christiane Lambert, on se rappelle la situation Covid, on sort d'un salon de l'agriculture qui a fait la part belle à l'agribashing et puis très rapidement, l'ensemble des agriculteurs se retrouvent valorisés pour leur contribution à notre souveraineté alimentaire pendant le confinement. Ce qui est intéressant du coup avec Christiane Lambert qui a très bien compris ce revirement et l'exploitation bénéfique qu'elle pouvait en faire et très bien faire d'ailleurs, c'est vraiment d'utiliser son fil Twitter comme un bras armé de son combat syndical et de ses interpellations et de ses revendications auprès des pouvoirs publics et pour aussi incarner la mobilisation sur le terrain de tous les agriculteurs.
c'est un franc-tireur. C'est pourquoi elle est vraiment sur Twitter, qui est lieu de débat, de l'actu chaude, davantage que sur LinkedIn, où sa présence est encore très timide par rapport à ses combats. Donc c'est vraiment le reflet de cette personnalité. Bruno Cavani, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise habilement Twitter à la fois pour interpeller les pouvoirs publics, les acteurs de son écosystème et lancer une réelle dynamique. Et en parallèle, on a un bon équilibre entre son fil Twitter et sa page LinkedIn pour prendre de la hauteur et corréler l'activité de son secteur à toutes les problématiques et tous les enjeux sociétaux auxquels il est confronté. La 5G, l'environnement, l'emploi, le dynamisme économique ou territorial. Xavier Oran, ensuite pour le CNPA. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il utilise vraiment ses réseaux sociaux à la fois dans les postures et dans les réflexes comme un influenceur. Il fait un post spécial pour remercier ses 10 000 followers, merci de votre soutien et de me suivre. Il est très authentique dans sa ligne éditoriale, très proche de ses audiences et il lance vraiment des messages d'espoir. Il intervient sur ses dadas, l'histoire, la culture, mais pas que. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'il utilise vraiment l'intégralité de son écosystème digital comme un espace d'expression, comme des influenceurs et comme un espace de blog. Et puis enfin, ça, je pense que vous l'avez aussi tous vu. Pour finir sur un patron, et c'est pas anecdotique, la tribune par Olivier Bogillot de soutenir plutôt que qu'abîmer, qui utilise son LinkedIn pour réagir aux attaques et polémiques dont Sanofi a pu faire l'objet dans les médias dans le cadre de la stratégie vaccinale et de la course pour le vaccin. Donc c'est un moyen plus maîtrisé, voilà, de mettre en perspective en tout cas la défense de ses collaborateurs plutôt que de rentrer dans une polémique média. Et à noter que en tout cas ces derniers posts LinkedIn ont vraiment fait l'objet d'articles très pédagogiques ou de tribunes pour expliquer très concrètement l'ancrage national de Sanofi, la valorisation des collaborateurs et refaire voilà un point à date sur la réalité de son entreprise pendant la crise. Voilà pour ce très rapide benchmark, bien sûr, c'est absolument pas exhaustif. Là, derrière, on va vous décrire, donc on est à peu près dans les temps, donc on va essayer de faire ça assez rapidement, la manière dont nous, on appréhende la méthodologie. Il y a, on l'a vu tout à l'heure, il y a des freins qui sont quand même assez forts, soit pour y aller, soit mettre en place une stratégie récurrente et différenciante pour faire grossir sa communauté. Nous, on travaille d'abord un socle de discours, ensuite on a une organisation et bien sûr un suivi de la performance. Sur le socle de discours, il est vraiment propre évidemment à chacun des dirigeants. On va commencer par le rencontrer et on a travaillé pour un dirigeant par exemple qui était judoka de haut niveau, donc évidemment ça impacte le style. On a vu Monsieur Pouyanné évidemment qui n'a pas le même style que Madame Legnaud. Voilà, il y a un style à adopter, un ton à trouver qui doit matérialiser qui il est et que ce soit évidemment en corrélation avec ce qu'est l'entreprise. Et après derrière, dans un contexte aussi mouvant qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux par rapport aux différents facteurs qui sont encore bloquants, nous en tout cas je recherchais quelque chose d'assez rassurant qui permette en fait de cadrer véritablement notre approche et de retomber sur des invariants de la communication qui ont vocation en fait à montrer aux dirigeants que c'est pas compliqué de mettre en place sa ligne éditoriale, qu'elle peut donner lieu à une grille vraiment structurante de format pour devenir progressivement son propre média et donc travailler vraiment comme si on était notre propre média. Et cet invariant, en fait, on le retrouve, il existe depuis l'Antiquité, voire même plus, c'est le système de valeurs héroïques et la manière dont les médias vont s'approprier un individu au départ inconnu pour petit à petit lui incorporer ce système de valeurs héroïques. Et c'est vraiment un invariant qu'on peut retrouver dans les médias, même presse, télé, et on le retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Il y a une mécanique qui est universelle, avec des leviers qu'on peut synthétiser vraiment comme un certain nombre de piliers. Et après, derrière, une fois qu'on a mis en place ces ressorts universels, on peut lui impulser, disons, plus simplement de la créativité et utiliser l'ensemble des formats disponibles sur les réseaux sociaux pour avoir une ligne éditoriale et après la déployer au quotidien. Donc, ces 5 piliers de la construction du héros, c'est cela. Donc, on va revenir très rapidement sur chacun. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que c'est pondéré. Ces piliers, en fait, en fonction de la communauté qu'on a déjà encore actuellement, de la notoriété qu'on peut avoir, ces piliers vont être pondérés. Certains vont prendre plus de place que d'autres. Et on le verra tout à l'heure, notamment sur la conscience civique, qui a une dimension très politique. Il faut que le dirigeant puisse être à l'aise aussi avec le principe. Et donc, pour certains des dirigeants qu'on a pu accompagner, ça pourrait
prenait énormément de place et pour d'autres, c'était une prise de parole dans l'année pour faire un test et en essayant de l'emmener vers des sujets comme ça. Mais en tout cas, voilà, ces 5 piliers nous permettent d'avoir cette grille de messages qu'on va vous montrer à la fin. Le premier étant l'aire géographique et l'ancrage local. C'est vrai qu'il est nécessaire dans une relation qui est digitalisée et surtout quand on est au départ inconnu ou très peu connu ou connu sur une communauté assez restreinte, de se doter d'une assise territoriale, de rentrer vraiment dans une logique de terrain et montrer qu'on est présent sur le terrain. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit le dirigeant a une assise déjà naturelle liée aux conditions de naissance ou au siège social de son entreprise. Donc, on a travaillé pour un dirigeant qui venait de Lorient. Donc, évidemment, on a pu travailler des contenus sur Lorient, sur son écosystème et sur la région en elle-même. Mais il y a aussi une autre manière de le faire, c'est sur les implantations géographiques de l'entreprise. Et donc, on peut profiter des déplacements du dirigeant pour aller sur le terrain, rencontrer les personnes et vraiment se doter de cet ancrage local qu'on a besoin pour humaniser la relation, notamment dans sa position. Donc ça peut correspondre à 20% des contenus qu'on va produire pour lui, comme ça peut prendre une place plus importante au départ si vraiment on se lance dans la stratégie. C'est vraiment un point de départ nécessaire et fondamental. Le deuxième pilier, il n'est pas moins important, c'est vraiment là le combat lui-même, l'engagement pour lequel le dirigeant va se battre au quotidien. Donc en communication, on appelle ça la brand purpose, il y a d'autres missions. L'idée, c'est ici de devenir le miroir de la mission de l'entreprise. Donc on le disait tout à l'heure, ce n'est pas simplement reprendre des contenus corporate et puis en faire un retweet avec un petit commentaire, c'est vraiment donner son point de vue, profiter des temps forts de l'entreprise pour créer du long grid et derrière décliner ces contenus socles en différents formats sur les réseaux sociaux et adaptés au public. Donc, c'est penser multi-cibles et multi-formats des contenus socles autour de la mission d'entreprise pour vraiment s'en faire le miroir et l'expliciter, en faire de la pédagogie et apporter vraiment ce besoin et cette preuve au quotidien des publics sur la brand purpose de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt des contenus rédactionnels. Donc ça, au départ, en tout cas, c'est des tribunes, c'est des articles qui vont nous servir à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi en RP à côté ou dans les relations publiques, si on se lance dans une manière de travailler des plaidoyers, par exemple. Après, aussi essentiel sur notre combat, on ne le réalise jamais seul. Dans la littérature, il y a toujours un écosystème d'adjuvants qui vont donner ce coup de pouce aux dirigeants pour réaliser son combat. En communication, on appelle ça plutôt des tiers de caution. Donc, c'est mapper un écosystème de parties prenantes qui partagent notre combat. Et donc, l'idée, c'est ici, encore une fois, il y a deux manières de l'appréhender. Soit à partir de notre cartographie ou de nos partenaires, on va aller co-créer des contenus avec eux et on va vraiment rentrer dans une logique de matérialisation de cet écosystème autour d'un combat unique, où on va simplement rentrer dans une logique de curation de contenu et on constate pour pas mal de dirigeants, il y a vraiment en fait un gap à passer dans la manière de faire sa curation de contenu, où on a tendance simplement à reprendre le contenu et puis à indiquer un petit commentaire sympa pour la personne qui a créé le contenu. Ici, l'idée, c'est vraiment de le commenter et potentiellement même de renvoyer vers un contenu qui est propriétaire. Donc, c'est toute une logique de veille, de mapping de l'ensemble des parties prenantes qui partagent notre combat et notre cause, et derrière de travailler des contenus soit avec eux, soit par leur intermédiaire. Le quatrième pilier, quand on parle d'héroïsation, bien sûr, il y a une notion d'excellence qui est extrêmement présente et qui est une condition sine qua non d'appropriation par les publics de notre personnalité publique. Et donc ici, d'un point de vue de communication du dirigeant sur les réseaux sociaux, ça va être tout un pilier sur la valorisation des initiatives de l'entreprise et des collaborateurs qui la composent. Il faut absolument avoir une dimension métier et pas simplement parler de notre combat, bien sûr c'est nécessaire, mais aussi de rentrer sur ce qu'on fait au quotidien et de matérialiser par la preuve l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Donc ici, on peut le faire de manière très très simple en organisant une remontée d'informations des différentes équipes pour pouvoir valoriser leur contenu et encore une fois, le dirigeant va en donner un point de vue, ou on peut aller, Charles le disait tout à l'heure, sur des contenus live. On peut très bien organiser un LinkedIn Live avec une équipe projet ou autour, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle en santé, peu importe. C'était un exemple que j'avais pu travailler pour un client. Et donc, on a une équipe projet, le dirigeant est animateur ou co-animateur de cette table ronde. On l'a fait en live sur LinkedIn. Voilà, bon, il y a 10 000 manières de faire ça. Il faut simplement ne jamais sous-estimer ce pilier qui est essentiel de montrer l'excellence opérationnelle. Et ça passe par la valorisation des collaborateurs et des métiers de l'entreprise. Et enfin, le dernier pilier, c'est la conscience civique. On a notre combat d'entreprise.
Et, il y a différents segments autour de ce combat sur lesquels on va prendre la parole. Tous ces segments sont reliés à des politiques publiques françaises, européennes, voire internationales, hein. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire prendre position aux dirigeants sur ces enjeux sociétaux, sur ces enjeux politiques, et de venir en interpellation des pouvoirs publics pour pouvoir soit s'inscrire dans le débat public et montrer que voilà, on est partie prenante indispensable sur ce combat, voire même l'influencer. Et donc là, on rentre dans une logique où on a une volonté d'impulser un changement, de créer un mouvement autour de notre combat par l'intermédiaire des pouvoirs publics. Donc ça, il y a certains dirigeants qui sont un peu réfractaires peut-être au début, mais il suffit potentiellement de le faire une fois pour montrer en fait qu'il y a un impact qui est extrêmement positif sur les publics. Et j'ai un exemple également en tête où en fait, au départ, ce pilier ne devait représenter que 20% du contenu et petit à petit, en fait, c'est devenu quasiment 50% de l'accompagnement du dirigeant. Et donc là, ça passe par des tribunes positionnées dans les médias qu'on va découper, transformer, agrémenter de formats plus créatifs sur les réseaux sociaux ou inversement partir des réseaux sociaux pour venir faire des affaires publiques après derrière. Donc ça, c'est nos 5 piliers. Et à la fin, on arrive sur une grille des formats, comme si on était notre propre média, qui rassure à la fois la direction de la communication et en même temps le dirigeant, parce qu'on sait exactement où on va. Et on passe de quelque chose qui est assez théorique, assez littéraire sur des noms de piliers pour arriver à des hashtags qui sont des noms de formats. Donc, il peut y en avoir 1 ou 2 par pilier. Mais en tout cas, on sait exactement quel nom ça va avoir et comment est-ce qu'on va les construire et combien il va y en avoir dans l'année. Et après, derrière, on rentre ça donc, dans une logique d'organisation au quotidien par l'intermédiaire d'une content factory. Je vais laisser Charles raconter. Ouais, juste du coup pour terminer, parce que je vois le temps qui passe, mais qui est en fait une méthodologie de travail, mais aussi une façon d'appréhender les sujets chez Confluence. De manière générale et à l'agence en particulier, on sait que le contenu, c'est le nerf de la guerre. Et donc du coup, l'objectif par rapport à ce que vient d'évoquer Alban, c'est d'avoir un mix entre une stratégie de contenu, une production de contenu qui sera clé, et la manière du coup de la viraliser, de la faire vivre en community management, mais pas que. Très concrètement, comment ça se passe dans le quotidien? On identifie à travers des systèmes de veille les opportunités de prise de parole, soit parce qu'on connaît les temps forts qui vont arriver de l'entreprise ou du dirigeant, ou parce qu'on décèle dans l'actualité chaude des stratégies de rebond. On évalue pour chacun d'entre elles son potentiel médiatique, l'engagement qu'on peut avoir auprès des publics, et puis ensuite, comment est-ce qu'on va le traiter? Sous quel format? Sous quel réseau? Est-ce qu'il va y avoir des synergies qui vont être créées entre le réseau social de la personnalité et ceux de son organisation? Est-ce que du coup du sponsoring peut être utile et pertinent pour les réseaux sociaux de son organisation? Comment est-ce qu'on déploie une stratégie d'ambassadeur? Comment est-ce qu'on anime vraiment cette communauté autour de ces formats de prise de parole et pas uniquement des fils d'infos descendants factuels qui ne permettront pas d'engager et qui lasseront globalement vos communautés? Ça, on en a déjà parlé. Et ensuite, le suivi de la performance. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que on le voit, les réseaux sociaux évoluent à vitesse grand V. Une actualité en chasse une autre. Il faut toujours être dans une posture et une logique de test and learn. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté d'avoir des KPI et des critères, des items qu'on a bien identifiés pour pouvoir suivre dans la durée la manière dont évolue notre animation social média et comment est-ce qu'est perçue la prise du parole du dirigeant à travers différents facteurs. Donc l'identification par les décideurs. Est-ce qu'on considère que dans notre base d'abonnés, on a plus d'institutionnels, plus de pouvoir public, plus de journalistes? Est-ce que des tweets ou des posts permettent d'avoir des retombées presse ou de générer des interactions? Est-ce qu'on considère aussi l'admiration d'une partie de la population, en tout cas de la part de ses collaborateurs? Est-ce qu'on arrive à créer une dynamique communautaire, une stratégie d'ambassadeur en parallèle? Et puis en soi, comment est-ce qu'en termes de réputation, à la fois côté des concurrents, on peut voir que et du coup il y a une certaine méfiance de la part de certains d'entre eux, ou comment est-ce qu'on peut générer une certaine sympathie de l'ensemble de nos publics pour venir soutenir finalement nos prises de parole et le combat quel qu'il soit, la raison d'être d'une entreprise, un combat syndical. Parmi les grands indicateurs quali-quanti qu'on observe, bien évidemment la visibilité et le nombre d'impressions, le nombre de vues qu'on va pouvoir générer avec un post, avec une vidéo, avec une infographie. Qui nous suit et comment évolue cette base d'abonnés? Est-ce que ça génère du trafic sur notre site? Est-ce que ça permet une reprise de nos messages par une partie prenante
de d'autres écosystèmes. Comment est-ce qu'on est perçu? Quelles sont les tonalités qui sont associées à notre prise de parole? Et tout ça permet finalement d'être dans cette logique voilà, de test and learn. Il faut accepter de tester des choses pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Sinon, on va dans le mur en fait. Et c'est un peu une obligation, principe méthodologique. Mais du coup, comme ça recèle d'opportunités de prise de parole à la fois en termes de format, en termes de réseau qu'on peut préempter, en termes de stratégie de prise de parole et en termes d'actualité, ça permet d'avoir un spectre extrêmement large pour diversifier sa prise de parole et ensuite appuyer là où on sait que ça fonctionne. Voilà, merci. C'est vrai qu'on a été un petit peu bavard, on s'en excuse, j'espère que ça vous a intéressé. Là, on a voilà, du temps pour répondre à vos questions, en tout cas, si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si sur le chat, il y a des éléments qui ont été partagés, si vous voulez revenir sur certains pans de la présentation. Je ne vois pas le chat d'ailleurs. Est-ce qu'il est? Sarah, est-ce que tu vois toi, des questions sur le chat? Non, normalement, tu as tout. Je ne le vois pas, le chat d'ailleurs. N'hésitez pas à poser d'ailleurs vos questions en ouvert, en micro, hein, si quelqu'un souhaite exprimer. Oui, bonjour. Bonjour. Louise Larocque, voilà, moi j'ai une question en fait qui concerne le principe de la valeur héroïque. En fait, j'ai bien compris les différents piliers. Là où effectivement on aura, je pense, un peu plus de mal pour, on va dire, des patrons, des chefs d'entreprise qui sont, on va dire, un peu dans le mode classique et qui sont un petit peu frileux à communiquer, à se lancer. Vous recommanderiez de commencer par quoi, justement? Alors, il faut bien avoir en tête évidemment que c'est une recherche d'invariants, hein, de mécanismes en tout cas qui vont permettre d'avoir une perception assez simple à maîtriser par rapport aux différents contenus qu'on peut avoir. Pour les dirigeants qui sont assez frileux, ce qu'on recommande généralement, c'est de mettre en place les 3 premiers piliers. Donc, d'abord, d'aller sur le terrain ou de rendre compte qu'on est sur le terrain, donc d'aller au contact des équipes et pour montrer qu'en fait, ça va être une démarche qui va être impliquante pour tout le monde. Ensuite, de poser un premier élément socle sur l'entreprise elle-même, sa raison d'être, ou en tout cas sa mission et les engagements qu'on souhaite défendre. Donc, d'avoir une première prise de parole pour tester la réception de notre communauté par rapport à ça. Et ensuite, de commencer par une valorisation de ce qui est fait en interne. Voilà. Et une fois qu'on a mis en place ces 3 éléments-là, on peut commencer en fait à avoir une démarche de curation de contenu qui permettent en fait de montrer qu'on n'est pas enfermé sur nous-mêmes et qu'on n'est pas auto-centré et qu'on est dans un écosystème beaucoup plus ouvert. Et après, si on se sent, de rentrer dans une logique beaucoup plus de ce qu'on a indiqué en conscience civique, mais qui peut prendre différentes terminologies, c'est-à-dire de prise de parole véritablement publique où on va interpeller d'autres publics. Voilà. Donc, c'est vraiment d'abord montrer qu'on initie une démarche qui vient du terrain et qui n'est pas simplement une démarche digitale, qu'on a une entreprise qui porte des engagements et que le dirigeant est là pour les incarner, et qu'en interne, il y a déjà beaucoup de choses qui se font et que tout le monde partage le même combat. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour à tous. Marie-Laure Eustache, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'ai vu que vous aviez parlé un peu d'agriculture avec le conte de Christiane Lambert. Oui, on adore, hein, vous le savez. Je sais que vous adorez l'agriculture et tous ces acteurs, bien sûr. Une petite question sur la culture personnelle du dirigeant. C'est important, ça. J'imagine que vous l'encouragez à cultiver aussi ça et à parler pas seulement de l'entreprise, mais de ses passions, de ce qui l'intéresse. Voilà. Et quelle est la limite? Quels sont les conseils que vous donneriez
Mais je pense que c'est un volet important. Et ça rentre dans la question de la tonalité et du style. Mais Charles peut peut-être nous en dire deux mots, effectivement aussi. C'est-à-dire que, en effet, vous avez raison, tout dépend de. En fait, je pense que tout dépend de la plateforme qu'on utilise et il faut juste trouver un juste équilibre, en fait, à la fois pour garder une certaine forme d'authenticité. Alban parlait des publications souvent très lisses qu'on a pu observer. Vincent revenait en début de présentation sur ce supplément d'âme et ce besoin, en tout cas, voilà, d'incarner pleinement une certaine forme d'authenticité dans sa prise de parole. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, bien évidemment, là, on a pu le voir dans une logique de stratégie plus d'influence sur la nécessité d'incarner pleinement le combat de l'entreprise, quel qu'il soit. On a pu voir, en effet, certains dirigeants dans les exemples du bench qu'on avait pu rapidement présenter, qui liaient habilement et qui avaient réussi à trouver cet équilibre entre des prises de parole très statutaires ou très revendicatives quand ils avaient besoin de monter au créneau, à la fois également un décryptage des grands enjeux de transformation de leur secteur, et puis ensuite des focus sur leur propre passion, qui permet aussi de leur d'avoir une autre posture, d'avoir une autre image. Dans la catégorie des politiques, Bruno Le Maire est assez habile, en tout cas, dans l'utilisation de ses réseaux sociaux. Il a bien une ligne éditoriale très claire, que ce soit sur Instagram, Twitter et LinkedIn, et qui est très différente par rapport à ces différents réseaux. Et Vincent, on en parlait ensemble la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où il avait, par exemple, publié sa passion pour la lecture, et notamment la littérature française. Donc voilà, en effet, il faut juste, tout est une question d'équilibre et d'identifier en tout cas des sujets sur lesquels on est vraiment en capacité et en légitimité de pouvoir prendre la parole. Et en parallèle, en revanche, il ne faut pas tomber dans l'autre écueil, c'est-à-dire que son profil LinkedIn, son fil Twitter, c'est pas non plus la page Facebook où on est en vacances avec les copains, quoi. Parce que là, pour le coup, on est aussi décrédibilisé. Donc tout est une question d'équilibre et en effet de ligne éditoriale. D'accord, merci. Oui, ça peut vraiment être intéressant. Effectivement, Charles a dit le mot-clé de la légitimité. C'est-à-dire que on peut très bien en fait avoir un combat d'entreprise, mais également avoir son combat plus personnel. On le voit assez souvent, des entrepreneurs par exemple qui sont plutôt des gens qui sont partis de rien, qui ont construit une boîte incroyable, vont avoir tendance en fait à avoir à la fois le combat de leur entreprise, mais également le soutien aux autres jeunes entrepreneurs par exemple, ils vont en faire véritablement un pan de leur prise de parole ou une passion effectivement pour la culture ou pour l'art. Donc, ils arrivent à intercaler des contenus sur ce sujet-là. Donc, c'est tout à fait possible. Je vois une autre question sur les arguments à avancer à un dirigeant qui met en avant le manque de temps perso pour se lancer sur les réseaux sociaux. La réponse, elle est en fait... c'est quelque part assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de nos clients pour qui on avait l'ensemble des clés des réseaux sociaux. Parce que vous l'avez bien vu dans l'ensemble des études qu'on a pu montrer, aujourd'hui, c'est plutôt un risque, en fait, de ne pas y aller pour l'entreprise. A contrario, on pourrait considérer que ça ouvre la boîte de Pandore et que quelque part, on se met en risque en y allant. Là, c'est plutôt l'inverse qui ressort des études quand on regarde l'ensemble des parties prenantes à qui on va s'adresser. Il y a une vraie exigence, il y a un mouvement de fond qui contraint à y aller. Donc, en fait, dans un démarrage, on peut très bien prendre en main l'intégralité des réseaux sociaux du dirigeant. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Souvent, on nous pose la question, mais est-ce que si le dirigeant il tweet par lui-même, etc. Ça dépend et on n'a pas vraiment la réponse. L'idée étant, et Charles le martèle au quotidien, c'est que même si au départ, on prend les mains sur les réseaux sociaux, petit à petit, il faut quand même qu'il y ait une implication du dirigeant, même mineure. Donc, l'avantage d'avoir différents piliers, c'est de pouvoir en fait lui déléguer et mettre en place des process de validation sur certains contenus et petit à petit lui déléguer un certain nombre de pans de cette architecture de contenu qu'on a mis en place. Voilà, et après... Effectivement, il y a aussi une étape clé généralement, si le dirigeant dit qu'il n'a pas le temps, en lui montrant le premier bilan, généralement, il va s'y mettre. J'ai eu le cas plusieurs fois où, en fait, en lui montrant les résultats de progression de la communauté, de voir que, effectivement, il a été repris par des influenceurs un peu que lui surveillait du coin de l'œil, mais qu'il n'osait pas aller voir, ou alors qu'il ne connaissait pas du tout, au contrario. Donc, ce premier bilan quantitatif et qualitatif, souvent, lui met le pied à l'étrier. Donc, il y a une première phase où, en fait, il nous voit arriver en tant qu'agence en train de lui dérouler une ligne éditoriale, d'une organisation derrière. Et en fait, en lui montrant que
c'est très simple à mener et qu'au départ, on peut lui faire 80-90% du travail et qu'il y a simplement un schéma de validation sur les contenus stratégiques, parce qu'évidemment, on parle pour lui et dans les schémas de réponse aussi, il faut pouvoir s'organiser, eh ben, on peut travailler une prise en main progressive de la part du dirigeant sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que potentiellement, il n'ait plus besoin de son agence. Et sachant que il faut aussi lui montrer les bénéfices de sa mobilisation pour son activité au quotidien, mais aussi pour sa stratégie d'influence si d'aventure il y est impliqué. C'est comme pourquoi est-ce que j'irai voir des journalistes? Pourquoi est-ce que je répondrai à cette interview? Pourquoi est-ce que j'irai rencontrer tel ou tel parlementaire? C'est un peu la même logique. Et il faut bien comprendre que, et on a pu voir au quotidien, et je pense que les exemples qu'on a pu partager sont assez éloquents en la matière, de montrer qu'une présence active, réfléchie et construite sur les réseaux sociaux, ça permet à terme de montrer qu'on est sur le terrain, qu'on se mobilise pour défendre ses adhérents ou qu'on valorise aussi ses collaborateurs, que à terme, ça permet aussi de donner de la visibilité sur la stratégie d'entreprise ou sur des actions qu'on est en train de mener qui peuvent avoir des répercussions, notamment dans la sphère médiatique. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est pas y aller pour y aller, parce que on va le voir comme une contrainte, mais voir globalement quel bénéfice on en retire. Et de la même manière que le matin, j'ouvre le journal, et ben, je peux très bien aussi ouvrir un fil Twitter ou regarder sur mon profil LinkedIn pour faire ma veille et voir comment est-ce que je peux l'exploiter. Donc, ça fait partie du quotidien et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et en effet, ensuite, sur l'usage très pragmatique, la co-administration ou l'administration pleine de consultants, de direction de la communication ou d'agences peut faciliter en effet le flux quotidien. Oui, excusez-moi, j'ai encore une question, Louisa Roch, toujours. Vous parliez donc de la gestion du contenu éditorial et vous aviez, je pense qu'à un moment, vous avez parlé d'hashtag en fait. Donc, vous allez en fait construire, déployer toute la stratégie autour, on va dire, de grands sujets, de grands thèmes. C'est bien ça? Alors, non, pour être précis, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des noms de code entre l'agence, la direction de la communication et le dirigeant. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans quelque chose qui est un peu littéraire, vous voyez, où on se dit, ils sont en train de construire une stratégie qui est certes potentiellement pertinente, mais il ne faut surtout pas rester dans le littéraire. Il faut tout de suite être dans le concret et donc en donner des noms de code très marketés. Et donc, on ne parlera plus d'aire géographique et d'ancrage local, mais par exemple du hashtag, j'avais travaillé pour Devoteam Cities. Et donc, c'est notre code et c'est à partir de là qu'on va en fait construire nos formats médiatiques. Par contre, là, vous avez raison et c'est vrai qu'on en a assez peu parlé. Il y a un vrai travail de recommandation sur l'utilisation des hashtags eux-mêmes. C'est vrai que c'est pas à négliger pour construire sa communauté. Donc, dans les formats qu'on va travailler, il y a toujours une réflexion, évidemment, sur les bons hashtags à employer, la manière de s'en approprier certains parce qu'il y a du potentiel, parce que peu utilisés, par exemple, et au contraire de s'inscrire dans ceux qui sont très utilisés et de les travailler au quotidien. D'accord, merci. Ça, pour rester dans le domaine de l'agriculture, comme on en parlait juste avant, on a vu le hashtag qui était un véritable mouvement fédérateur pour tous les agriculteurs, qui était hashtag ceux qui vous nourrissent pendant la crise, et qui en effet au départ pouvait être un nom pour une campagne qui s'est révélé être un terme et un mot très fédérateur en cette période-là, incarné du coup par ses dirigeants. Excusez-moi, c'est encore Marie-Laure Eustache d'Agridé. Je parle d'agriculture, je reviens. Et d'alimentation. Que se passe-t-il quand un patron s'en va alors qu'il incarnait très bien la marque? Je pense à Système U avec Serge Papin. Serge Papin qui était très suivi et qui, voilà, il a laissé pas mal d'orphelins en route. Mais finalement, il y a eu un petit passage à vide et Dominique Schelcher, le nouveau PDG, s'en sort très bien sur Twitter. Alors, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez… Alors, c'est encore une vraie question, effectivement. C'est-à-dire que j'ai en tête Isabelle Kocher aussi, pardon si je ne prononce pas son nom, mais en tout cas Chenji. Et en fait, il y a à la fois, c'est une question de transition, mais c'est toujours facile à dire, c'est jamais facile à faire, parce que quand on a un dirigeant qui incarne extrêmement bien l'entreprise, cette transition doit effectivement s'anticiper à long terme, à plus ou moins long terme. Quand il y a un choc de
changement de statut, là, effectivement, il y a toujours un creux. Donc, on a le cas en ce moment aussi où il y a une transition qui a été faite avec un dirigeant qui prend la suite de quelqu'un qui était extrêmement connu et là, lui, il l'est beaucoup moins. Donc, il y a tout un travail de fond à retravailler. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut mettre en place les piliers, il faut les travailler au quotidien et il faut prendre le temps de reconstruire le lien de confiance entre les parties prenantes internes et externes. Il n'y a pas de solution miracle et c'est aussi, en fait, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension très politique dans la manière aussi de travailler le personal branding du dirigeant. Par moment, ça peut être aussi une volonté de sa part, il mandate la direction de la communication pour travailler ce personal branding parce qu'il y a une dimension politique soit de maintien de son mandat ou alors d'avoir en vue une échéance électorale, peut-être souvent aussi. Donc, c'est à prendre en compte dans la stratégie, soit pour le maintenir, bien sûr, ou pour gérer une transition derrière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Le temps qui joue. Oui. Merci. En communication, c'est souvent le cas. Malheureusement, une notoriété, une réputation, elle se construit sur le temps long et elle ne met pas longtemps à se retomber. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui soient sur le chat ou que vous souhaiteriez, ou des points que vous souhaiteriez aborder sur lesquels on n'a pas forcément eu le temps de revenir plus précisément? En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir pris tout ce temps aussi pour nous écouter. On va vous envoyer la présentation. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On est évidemment tout à fait ouvert au fait de rentrer dans une note d'accompagnement vraiment spécifique à votre dirigeant, à votre entreprise. Il suffit simplement de nous la demander et nous, on se fera un grand plaisir de vous faire cette présentation qui sera évidemment beaucoup plus sur mesure que ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui et ce sera avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à Sarah d'avoir géré l'animation du webinaire sans qui rien ne pourrait être réalisé à ce niveau-là. Et merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup.